Si vous venez à Vivatech, vous allez découvrir le meilleur de l'innovation, avec des speakers incroyables. Enfin, je veux dire, on a eu Elon Musk, on a eu Tim Cook, on a eu Zuckerberg, Jensen Huang l'année dernière. Donc, il y avait un enjeu aussi de dire heu, au monde, parce que c'était ça: «Les amis, en Europe, en France en particulier, il y a de l'innovation, il y a des magnifiques startups, il y a un écosystème qui est là, qui est vivant, qui est vibrant et donc on va le mettre en avant, on va le mettre en scène» et donc 4 jours par an, l'Europe et la France seront l'épicentre de la tech mondiale. Bienvenue dans Brand le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Aujourd'hui, dans Brand nous recevons François Bitouzé, donc tu es le DG du Viatech. Oui, oui, tout à fait, exactement. Ravi d'être là. Bienvenue François, parce qu'on est très fiers de t'avoir. C'est une très très belle référence pour nous, au-delà du fait que ce soit un événement assez incroyable. On va en parler notamment. On va déjà commencer par parler de toi, parce que tu as un parcours plutôt qui est atypique, parce que tu as travaillé en agence, tu as travaillé chez annonceurs, notamment la SNCF. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un parcours dont on dit qu'il est atypique. Mais bon, je pense que dans nos métiers, il y a pas beaucoup de comment dire? De parcours, standards. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, donc beaucoup de communication. J'ai commencé chez Havas, qui s'appelait à l'époque, EuroRSCG. C'était EuroRSCG, CNO Corporate. J'ai Donc travaillé c'est aussi voilà, chez VTS. c'est l'ancien, Paris. Donc ça, j'ai fait à peu près, 10 ans. C'était vraiment, j'ai commencé stagiaire et j'ai passé 10 ans, avec eux. Ça, c'est la formation, découverte des sujets et puis c'était un moment extrêmement excitant parce qu'on était sur des problématiques très corporate et c'était le début du digital un peu comme on le connaît aujourd'hui. Je me rappelle la première fois, par exemple, on nous a parlé de Facebook, tu vois? Des trucs comme ça, qui aujourd'hui sont des évidences, mais donc c'était un moment très, 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 très intense, déjà de transformation des métiers. Après j'ai travaillé pour le Qatar, pour une magnifique initiative de la Qatar Foundation. C'est WISE, le World Innovation Summit for Education. C'était une plateforme, c'était un événement 3 jours par an où le principe, c'était de faire venir des gens, des comment dire? Des associations, des ministres, des élèves, des éducateurs, des profs et cetera, sur ces sujets d'innovation dans l'éducation. Donc tu avais déjà un peu, l'international et l'innovation qui vont être des sujets extrêmement importants pour moi, par la suite. Donc déjà ça, j'ai fait 3 ans, c'était, extraordinaire. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler pour le Qatar, personne ne connaissait le Qatar. Ils n'avaient pas gagné encore la coupe du du monde monde. et tout d'un coup, tout le monde me disait: «Ah mais le Qatar, maintenant on connaît». Donc voilà, 3 ans. Après bascule, alors complètement différent, voyagesncf.com, directeur de la communication pendant 5 ans, bascule chez l'annonceur comme on dit. Un moment, dingue parce que voyagesncf.com à l'époque, c'était le premier site de e-commerce, en France, plus important, devant les Expedia, les Amazon, tout ça. C'était le moment de la bascule, du digital, desktop, sur le mobile, donc Extra, puis une magnifique entreprise et puis après, retour à mes premières amours. Je prends la direction générale de ce qui s'appelait Publicis Event, qu'on transforme en Publicis Live. Là, il s'agissait, bah, voilà, de prendre une agence qui avait pas mal de soucis, qui avait perdu en attractivité, faut se le dire aussi, parfois en pertinence. Donc on a pris ça avec une super équipe, on a remonté, Publicis, Live qui est redevenu une très belle agence, et ensuite j'ai basculé en 2022, chez Vivatech, donc je suis, le directeur général, voilà. Donc là, ce qui est, je trouve assez marrant, c'est que quand tu regardes mon parcours, des fois je me disais: «Oh là là, mais ça veut rien dire. Tu fais de la com, de l'événement, de l'annonceur, de l'innovation, du digital, n'importe quoi» et en fait, ce qui est beau et c'est un peu la magie aussi de nos Mmh. parcours, c'est que Vivatech, bah, c'est tout ça à la fois. C'est de l'événementiel, c'est de la tech, de l'innovation, aussi de la communication, du business, ce que j'adore, d'où, le plaisir, mais vraiment infini que j'ai à m'occuper de cet événement. On va revenir quelques instants sur le lancement de Vivatech. Pourquoi à l'origine, la France lance Vivatech? Quelle était un peu l'ambition au départ de ce projet? Bah, c'est une très, très belle histoire. En, 2000, avant 2000, 2016, il y a 2 personnes qui se sont rencontrées, qui se sont rendues compte qu'elles avaient finalement une idée un peu, identique. C'est d'un côté Bernard Arnault, du groupe LVMH et de l'autre côté, Maurice Lévy, du groupe Publicis et en fait,
ils se sont rendus compte qu'ils étaient d'accord sur, 3 choses. Premièrement, qu'il y avait un enjeu extrêmement important, on était au cœur de la digitalisation des entreprises, de faire se rencontrer tous les acteurs de l'innovation et notamment les entreprises, les petites comme les grandes, qui à cette époque-là avaient énormément besoin de se transformer et qui n'y arrivaient pas du point de vue digital. Et de l'autre côté, des startups qui, elles, bah voilà, c'était elles qui avaient l'innovation, qui avaient tout ce qui était, ce qui allait être utile dans les secteurs business. Mais malheureusement, bah, elles n'avaient pas l'argent et puis elles avaient besoin comme ça d'avoir cette connexion avec deux univers qui parlaient pas le langage, qui fréquentaient pas les mêmes endroits. Voilà. Donc il y avait l'idée de se dire, si on veut que les entreprises se digitalisent, il faut créer une fois par an un endroit où elles vont pouvoir se rencontrer. Donc ça, c'était la première conviction. La deuxième, qui était un peu plus, comment dire, liée à la souveraineté, à la géopolitique, c'est que, pour le dire de manière, polie, ils en avaient un peu marre que quand ils allaient aux États-Unis, on leur dise: «Non mais en Europe, il y a pas d'innovation, en France, les startups, ça n'existe pas». Bref, il y en avait que pour la Silicon Valley et donc il y avait un enjeu aussi de dire, heu, au monde, parce que c'était ça: «Les amis, en Europe, en France en particulier, il y a de l'innovation, il y a des magnifiques startups, il y a un écosystème qui est là, qui est vivant, qui est vibrant et donc on va le mettre en avant, on va le mettre en scène et donc 4 jours par an, l'Europe et la France seront l'épicentre de la tech mondiale». Donc ça, c'était la deuxième conviction et la troisième conviction, elle était plus politique au sens, la cité, hein, des Grecs. Mmh. C'était aussi, dans ce moment où il y avait, déjà, une très, très forte prééminence des États-Unis, où la Chine était en train de monter, de dire: «Il y a aussi un modèle européen» qui parle évidemment, de valeurs au sens financier, mais aussi de valeurs au pluriel. C'est de se dire: «La tech, mais finalement, à quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle n'est là que pour, rendre riches, des mecs de la Silicon Valley qui après vont vivre, aux Bahamas? Ou est-ce que ça pose pas aussi des questions sur à quoi ça sert sur, des grands sujets, internationaux comme le réchauffement climatique, les économies d'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire la tech aussi dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de citoyens?» Donc c'était ça qu'ils ont voulu aussi mettre dans Vivatech et c'est comme ça que s'est fait de cette rencontre, ce moment un peu fou où en 2016, tout d'un coup, on découvre Vivatech et je peux te dire, personne n'imaginait, Un premièrement, tel succès. que ça marcherait une année, que ça reviendrait une deuxième année et que en 2026, on fêterait les 10 ans et que ce serait, voilà ce que c'est aujourd'hui, le plus grand événement tech et business en Europe. Parce que si on regarde les derniers chiffres, donc c'est assez, assez colossal. On a donc 180 000 visiteurs venant donc de 170 pays, 4 000 exposants, 14 000 startups. Comment tu expliques un peu le succès de Vivatech? Bah, je pense que le succès, il vient de cette envie de parler, de créer, la tech de manière différente et c'est vrai que quand Vivatech est arrivé, il y avait beaucoup d'événements. Tu vois, il y a le CES, il y avait des choses comme ça, mais il y avait certainement un manque Mmh. et on l'a rempli avec, finalement une proposition de valeur qui est assez simple, qui repose sur 3 piliers. Premièrement, si vous venez à Vivatech, vous allez découvrir le meilleur de l'innovation et aujourd'hui, c'est vital. Nous, on est B2B, les entreprises, elles ont besoin de savoir ça. Donc innovation, le meilleur de l'innovation. Deuxièmement, une proposition de valeur qui est très forte sur le coup d'avance, avec des speakers incroyables. Enfin, je veux dire, on a eu Elon Musk, on a eu, Tim Cook, on a eu, Zuckerberg, Jensen Huang l'année dernière. Donc ça, c'est dans l'univers de la tech. On a toujours les politiques, le président Macron, Narendra Modi et puis des grands patrons, des grands chefs d'entreprise. Donc c'est vrai qu'à la tech, en termes de contenu, on te donne le coup d'avance et ça, c'est extraordinaire. Et puis troisièmement, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le business. Viatech, c'est ultra, ultra business focus, de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est du networking, du ROI et c'est ça qui fait la valeur et le succès de Viatech et on compte bien, continuer Ah bon, à c'est super. pousser les feux à fond. Aujourd'hui, on va fêter les 10 ans de Vivatech. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette édition? Dans cette édition des 10 ans, alors j'en sais pas encore parce que je peux te dire que ça nous pour l'instant, je suis plutôt en mode, je dors pas la nuit en me disant: «Mais j'espère qu'on va être au rendez-vous». Non, c'est un ça va être un vrai changement d'échelle de Vivatech. Depuis le début, Vivatech, c'est à peu près 50-55 000 m². Cette année, on va, prendre, 20 000 m² de plus, donc on va monter à 75 000 m². Donc ça, c'est quand même quelque chose de colossal. On va mettre aussi beaucoup plus l'accent sur, ce que je disais autour des enjeux de business, de networking pour je veux vraiment que chaque personne qui vienne à Vivatech avec un enjeu business
reparte avec ce dont il a besoin. Est-ce que c'est 3 contacts business? Est-ce que c'est 3 investisseurs? Est-ce que c'est 3 leads? Mais ça, je veux que les gens repartent en se disant: «Ça me j'ai pas perdu mon temps en venant à Vivatech» et puis aussi, moi, voilà, ce qui va me rendre fier, c'est si à la fin les gens se disent: «Waouh, cet événement, il a 10 ans, son ADN, il est puissant et il se projette dans les 10 prochaines années». Si on arrive à faire ça, moi, je serais content. Alors, à l'origine, Vivatech, c'est donc, comme tu le disais, un événement autour de la tech. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est surtout un événement mondial, surtout un événement très influent, où tu citais notamment les gens très importants qui étaient là, comme les Zuckerberg, etc. Comment vous avez réussi à faire en sorte que ça devienne un peu the place to be pour ces gens-là? Bah, je pense que, nous, on a 2 actionnaires, depuis le début, donc Publicis et Les Échos Le Parisien, donc le groupe LVMH. Mhm, Je pense que l'ADN de l'influence et de la com, quand, au-dessus de ton berceau, tu as le groupe Publicis, c'est quand même assez viscéral. Donc ça, c'est bon, j'allais dire, c'est vrai que c'était assez, original parce que d'habitude, c'est plutôt des gens de la tech, tu vois, qui créent des événements de la tech. Donc ça, on l'avait vraiment dans le sang depuis le début. Et après, je pense que, ce qui nous a permis de devenir ce lieu justement d'influence, c'est notre capacité à réunir toutes les parties prenantes de la tech et de l'innovation. Parce que d'habitude, si tu veux, tu es plutôt dans un dispositif où tu as, une verticale. Donc tu as les gens qui vont te faire un événement sur l'intelligence artificielle, un événement sur le cloud, ou alors c'est, horizontal. Donc c'est par exemple, juste pour les startups ou c'est, tu vois, pour un pays. Et nous, on a tout mixé. Donc, tu as des grands champions de la tech, tu as des startups, tu as, des entreprises, tu as, les pouvoirs publics et donc quand tu prends tout ça, ça fait que Vivatech, bah, c'est le lieu où tu vas avoir la meilleure photographie une fois par an de ce qui se fait dans la tech. Donc quand tu viens à Vivatech, c'est ce que tu attends. Donc c'est là où, entre guillemets, «on crée l'influence» mhm. et on la nourrit comment? Bah, justement avec les innovations qui viennent, nos partenaires, nos contenus et c'est vrai que, bah, il y a un côté dire que c'est exhaustif, évidemment, ce serait faux et ce serait bien trop vaniteux. Et si tu veux, tu as quand même le côté un peu, one stop shop. Donc quand quelqu'un vient me présenter quelque chose à Vivatech, c'est d'ores et déjà un label. Et puis après, bon, tu vois, il y a une espèce de masse critique. L'année dernière, on avait plus de 2 500 journalistes, tu vois, qui viennent du monde entier. Donc tu as aussi cet effet, caisse de résonance absolument incroyable. Et puis bon, après, c'est un peu la magie d'une initiative quand elle Mm. fonctionne bien et notamment d'un événement. Tu as un effet boule de neige. C'est-à-dire, la 1re fois où tu as Mark Zuckerberg, c'est fou, personne s'y attend. Et puis ça fait que l'année dernière, on a eu, Jensen Huang qui est venu avec le GTC, de Nvidia, qui a pris, 20 000 m². Et enfin, donc si tu veux et ça, c'est très, très excitant. Mais c'est quelque chose qui se construit, voilà, avec, ce que je te disais, notre programme, les médias. Et puis il y a aussi une part de, comment dire? Des fois de hasard, de chance, il faut aussi se le dire et c'est ça qui crée et qui fait vraiment Vivatech un espèce d'épicentre. Il y a un côté un peu tellurique à Vivatech tous les ans et c'est là où se crée l'influence. Donc là, en fait, les 10 ans cette année, donc c'est à la fois une très belle réussite, mais c'est encore un peu jeune en même temps. Ah bah, c'est tout petit, 10 ans, tu vois? Le CES, je crois qu'ils ont, plus de 60 ans, des choses comme ça, voilà, faut rester très, très humble. Et là où vous êtes fort, c'est que quand on a des gens comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, ils viennent pas juste pour, venir faire une conférence. Il y en a certains qui viennent aussi faire des annonces. Comment vous arrivez justement à même pas à convaincre, mais du coup à les faire venir, être présents et que ce soit eux-mêmes, pour eux, un événement important pour faire des annonces autour de leur marque, du coup? Bah, c'est le temps et la patience. C'est-à-dire que, il y a 5 ans ou 10 ans, Jensen Huang, enfin de toi à moi, il en aurait rien eu à faire de Vivatech. Mais aujourd'hui, grâce à l'impact des médias qu'il y a à Vivatech, grâce à la qualité, des gens, des leaders d'opinion, des décideurs business aussi et politiques qui sont à Vivatech, c'est devenu quelque chose, si tu ne viens pas à Vivatech, tu rates un des grands rendez-vous de l'agenda, tech et innovation, de l'année. Et je pense que, là où Vivatech est intéressant pour ces gens-là et je pense que ça doit nous donner aussi un peu de la fierté sur ce qu'est, la France et l'Europe, c'est qu'ils ont compris que Vivatech, c'était la porte d'entrée vers les marchés européens. Parce que
Jensen Huang, ce qu'il a raconté l'année dernière ou Elon Musk il y a 2 ans, ouais, franchement, il pouvait le faire n'importe où ailleurs. Il pouvait le faire, à New York, au CES, il pouvait le faire en Chine et cetera. Mais s'ils choisissent Vivatech, c'est parce que ça leur donne cette prise, d'abord avec le marché européen, qui reste fondamental, quoi qu'on en dise aujourd'hui, quoi qu'on entende, dans les médias et notamment dans la bouche du président Trump. Donc ça et après cette caisse de résonance, internationale et avec un petit twist, parce que quand tu parles à Vivatech, tu sais que tu vas parler différemment parce qu'on va pas être simplement sur des sujets, hardcore tech ou du numérique. On va être aussi sur une certaine idée de la tech, à quoi elle sert, comment est-ce qu'elle fonctionne aussi pour, ben, les citoyens, les gens comme toi et moi et ça, ils apprécient énormément. Et toi qui diriges du coup Vivatech, est-ce que tu arrives à avoir conscience de l'impact médiatique et politique que l'événement peut avoir dans le monde? Bah, écoute, c'est toujours un peu pareil quand tu es directeur général. Ce qui va bien, tu le vois pas trop et c'est plutôt ce qui va mal, qui te remonte aux oreilles. Moi, je suis toujours, fasciné par ça. Enfin, toi, j'étais très intéressé quand tu dis, voilà, le rôle d'influence de Vivatech. Pour être très franc avec toi, on l'a jamais vraiment toi, on s'est jamais pensé comme en étant, presque un influenceur de nous-mêmes. Mais là où on en prend conscience, alors il y a les chiffres, il y a le travail incroyable que fait, l'équipe com et marketing de Vivatech et c'est vrai que moi, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens et je vois la différence entre il y a quelques années, on disait: «Ah, la France, la tech», pour les gens, c'était Station F et la French Tech Mmh. et ça, c'est super. Mais maintenant, ils disent d'eux-mêmes: «Vivatech» et c'est là où on commence à se rendre compte, voilà, de ce qui se passe et de c'est plutôt cet effet miroir qui nous fait prendre conscience de ce qui est en train de se passer à Vivatech. C'est génial, c'est une très grande, c'est un grand plaisir et c'est une grande fierté. Donc on le disait tout à l'heure, on fête les 10 ans cette année. Est-ce que, on va retrouver des choses un peu différentes ou des nouveautés ou des surprises? Est-ce qu'il y a pas peut-être des scoops, en tout cas des annonces à faire sur cette édition? Oui, bah, on va essayer de faire un Vivatech, qui va sortir des sentiers battus. L'enjeu, c'est pas de fêter les 10 ans d'un événement, enfin, on s'en fiche. Enfin, toi, si, tout le monde parlait des 10 ans d'un événement, on n'en finirait pas. Mais c'est plutôt de se dire: «Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années?» et surtout comment on se projette? Ça va être quoi la tech dans les 10 prochaines, années? C'est plutôt devant qui nous intéresse. Donc comme je te l'ai dit, ça va être plus grand. On va avoir des nouvelles, vraiment une nouvelle expérience parce qu'on va être dans un nouveau hall sur 3 niveaux et ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide. On va aussi avoir énormément de surprises. Voilà, il y a des vous allez retrouver, plein d'éléments iconiques de Vivatech, les stages, les startup corners, voilà et puis on va vous apporter, des vraiment des nouvelles expériences, des beaux cadeaux et j'espère que tout ça, bah, fera, un événement qui est un peu plus qu'un événement B2B, qui est vraiment une fête, une célébration de ceux qui font la tech et l'innovation aujourd'hui parce que c'est ça qui compte et il faut leur donner la pêche. Donc, je vais pas te donner de scoop encore, mais on travaille. J'espère que normalement les gens ressortiront avec, les étoiles dans les yeux en se disant: «Ah ouais, ils se sont pas foutus de notre gueule». Alors là, il y a aussi un sujet intéressant parce que du coup, quand les gens viennent, ils s'attendent toujours à voir toujours aussi bien, voire mieux, d'édition en édition. Sur les éditions précédentes, donc tu as eu, Elon Musk, Zuckerberg, évidemment le président. Est-ce que tu as déjà des noms pour cette année? Est-ce que par exemple, je sais pas, Larry Page, sera présent ou d'autres profils comme ça ou? J'ai des noms, mais je peux pas les dire. Voilà, mais vraiment, on veut faire de cette édition de Vivatech un moment mémorable. Oh. Donc, voilà, tous les ans, on arrive à avoir, des gens formidables. On sera au rendez-vous des 10 ans, vraiment. Puissance 10, voilà. Et alors, pourquoi pour toi, il est, important de donner la parole à des profils très différents, que ce soit dans la tech, ou dans différents secteurs? Bah, en fait, c'est justement de cette, diversité des angles et des acteurs que va naître quelque chose qui est unique et qui se passe à Vivatech. Vraiment, moi, je crois que l'événementiel, parce que c'est notre métier, hein, à la fin, voilà, c'est se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude. Et de s'imaginer qu'à Vivatech, tu vas avoir un petit start-upper qui vient du Vietnam, un grand patron comme Bernard Arnault, un champion de la tech comme Arthur Mensch, le président de la République, etc. etc. C'est là où tu crées les petites étincelles. C'est là où tu crées des rencontres, le début des partenariats, du business qui n'aurait lieu nulle part ailleurs et c'est ça, cette espèce
tu sais, on dit la sérendipité ou des choses comme ça. C'est comment est-ce que tu crées le hasard et comment tu fais de cette porte de Versailles, pendant 4 jours, une espèce de boîte dans laquelle tu mets des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Tu secoues le plus fort possible pour créer l'impossible, pour créer le hasard et c'est ces rencontres et c'est ça ce que les gens, adorent à Vivatech. Vraiment, on a des histoires. Moi, il y a une histoire que j'adore, c'est, quand Mark Zuckerberg il est venu, donc il arrive, alors tu imagines, il a un comment dire? Service de sécurité. La sécurité, complètement dingue et notamment c'était organisé on avait organisé nous avec des volontaires. Tu sais, on a beaucoup de jeunes qui ont envie de venir à Vivatech et de participer et alors qu'il arrive, il y a un volontaire qui sort du rang et qui se jette sur Mark Zuckerberg. Donc si tu veux, panique à bord là, tout ça et le mec, tu vois, il doit avoir, genre 20 ans, il donne son CV à Zuckerberg, puis il repart, tout ça. Et c'était Laurent Soli, non? Non, c'était même pas lui qui était déjà là à l'époque, enfin voilà. Mais le mec, le lendemain, il avait un coup de fil de Meta, enfin ce qui s'appelait pas Meta à l'époque et Facebook. il travaille toujours chez Meta. Alors, C'est incroyable. si tu veux, c'est, des histoires comme ça, on en a plein. Alors il y a des choses plus classiques aussi, mais c'est ça l'esprit Vivatech et tout le monde te le dira, quand tu viens à Vivatech, tu vas rencontrer des gens que tu aurais pas pu rencontrer ailleurs et on travaille pour ça. C'est notre job. OK, donc je précise quand même que quand tu auras des invités, pour la prochaine édition, il ne faut pas leur sauter dessus. Non, s'il vous plaît, pour ma santé physique, C'était une anecdote. pour ma ouais. Ah ouais, non, suivez pas, faites pas ça, Heu, quoi. Tout à l'heure, tu nous racontais que, quand Vivatech a été créé, c'était surtout en partie aussi pour donner une importance à la France et à l'Europe, Mmh. sur le domaine de l'agtech. Est-ce que 10 ans après, tu penses que c'est réussi? Bah, en fait, ce qui est fou, c'est qu'à la fois on a contribué d'une manière, je trouve assez, étonnante, voilà, à rendre possible cette tech, européenne et française, sur l'échelle à l'échelle mondiale et en même temps, la tech, ce qui est génial, c'est vu que c'est révolution après révolution après révolution, tu repars à zéro tous les, 2-3 ans parce que tu as une nouveauté. Donc c'est le web 3, c'est le cloud. Là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que l'Europe est un magnifique écosystème tech et digital, quoi qu'on en dise. Le sujet aujourd'hui, c'est que, et on le voit bien, la géopolitique est d'une violence Mmh, sans nom et partout, ouais. pour l'Europe. On a les États-Unis qui sont des leaders incontestés et dont on ne comprend plus le leadership. On a la Chine qui étaient plutôt des challengers sur la tech, aujourd'hui qui sont devenus des leaders, mais dont on n'a pas encore complètement décrypté le leadership. Donc ça fait quand même beaucoup d'interrogations, à la fois US, à la fois Chine. Et entre les deux, on est l'Europe qui se réveille en se disant: «Ah bah merde alors, notre cloud, il est tout chez les Américains, on achète tout sur des plateformes chinoises, etc., etc. Et il y a des mecs qui peuvent fermer comme ils veulent». Mais j'y vois, moi, un motif évidemment en tant que citoyen, d'inquiétude, et c'est pas une situation qui est très grave. Et vraiment, on a les moyens en Europe de prendre à bras le corps toutes ces révolutions, digitales, numériques et de développer un modèle à l'européenne. Alors c'est sûr qu'on n'aura jamais Nvidia. Enfin, ça, je veux dire, c'est cramé. Enfin, Mmh. faut se dire, les choses. On n'aura jamais, Google, on n'aura jamais, Alibaba. Mais tu vois, sur l'intelligence artificielle, le sujet aujourd'hui, c'est peut-être moins de se dire les enjeux d'infrastructure qui focalisent énormément d'attention et énormément d'investissement, mais c'est plutôt de se dire les applicatifs. Parce que demain, toutes ces infrastructures, ça va devenir des commodités. La vraie valeur, c'est dans l'usage qu'on va en faire dans les secteurs business. Et moi, le sujet, et c'est ça qu'on essaie de porter à Vivatech, c'est les applicatifs. Comment est-ce qu'on fait en Europe pour que grâce à l'IA, un acteur comme par exemple Spotify devienne la plateforme leader, championne, inarrêtable au niveau de la musique, au niveau mondial? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un acteur comme Doctolib, qui est français, devienne l'acteur incontestable de la digitalisation de la médecine grâce à l'intelligence artificielle? Parce que c'est là où on aura des revenus, hein, parce que c'est ça qui Mmh. compte. On aura de la croissance, on aura des emplois et on aura de la souveraineté. Et en parlant d'intelligence artificielle, bon, la majorité des Français vont utiliser ChatGPT, certains Perplexity, Gemini et d'autres. En France, on parle beaucoup de Mistral AI, Oui. avec des valos comme assez incroyables, mais dans les faits, on a quand même l'impression que peu de gens l'utilisent.
Est-ce qu'il y a un effet un peu de mode ou est-ce que tu penses que les Français en partie, parce que c'est surtout français, à terme, ou peut-être c'est déjà le cas, vont commencer de plus en plus à aller vers des produits français comme Mistral AI? Bah, alors déjà Mistral AI, faut souligner enfin je veux dire, c'est incroyable. Enfin là, tout à l'heure, on se disait, l'Europe, est-ce que l'Europe, elle compte au niveau, international de la tech? Grâce à Mistral, on peut se dire, OK, c'est pas ChatGPT, c'est pas Gemini. Franchement, ça tient la route et enfin franchement, chapeau les gars. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu voir dans, le digital des années 2000 et 2010, où tu avais comme finalement, hem, pas beaucoup de les gens ne switchaient pas. C'est-à-dire que quand tu commençais sur Apple, bah, avant de te faire basculer, sur, du Android, c'était un peu Ouais, compliqué, tu vois? compliqué. Des choses comme ça. Heu, Microsoft, bon, tu restais chez Microsoft. Là, ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que les gens sont pas très fidèles. C'est-à-dire que tu as commencé avec ChatGPT, parce qu'on a tous commencé avec ChatGPT. Et puis, bah, tu peux aller, sur Mistral, tu peux aller sur, Gemini. Et en fait, le sujet aujourd'hui, c'est justement de dire, bah, si, Mistral, ça tient la route, bah, c'est l'acquisition. Le gros sujet aujourd'hui de ces plateformes, c'est l'acquisition. Franchement, Mistral, il pourra avoir beaucoup plus de gens, mais comment on leur dit: «Bah, venez, vous allez voir, testez, ça vaut le coup». Et aujourd'hui, ils en ont moins que les autres, c'est normal, mais je ne suis pas du tout inquiet sur la capacité à ce qu'ils attirent énormément d'utilisateurs. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est autre chose. Mais vraiment aujourd'hui, cet enjeu des plateformes, il est beaucoup moins prégnant que, sur d'autres types de supports il y a 10 ou 20 ans. Et cette année, du coup, à Vivatech, est-ce que l'IA aura une grosse place et si oui, laquelle? Bah, elle aura forcément une grosse place parce que c'est le sujet, qui est dont tout le monde parle et à juste titre, hein. Enfin franchement, je pense qu'on a tous été, pareil quand on a testé pour la première fois ChatGPT parce que c'est avec eux. Enfin, je veux dire, même sans faire des plans, tu vois? Enfin franchement, tu l'as senti dans tes tripes qu'il se passait quelque chose. Aujourd'hui, il y a 2 sujets, c'est comment est-ce que l'IA, ça n'est plus juste de la science-fiction, mais ça rentre dans les secteurs business? C'est-à-dire comment est-ce que la révolution technologique, ça devient bien une transformation digitale des entreprises et ça crée de la richesse, de la valeur. Aujourd'hui, on n'est pas très, très bon encore. Donc tu as tous les grands gourous qui te disent: «Ça va tout changer». Où est-ce que c'est? Donc ça, nous, c'est un des enjeux pour Vivatech cette année, à nouveau, Mmh. c'est de dire: «Vous allez voir, ça va être hyper concret». L'année dernière, il y avait 40 des innovations qui étaient sur l'IA. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça transforme le retail, comment ça transforme le luxe, la banque, l'assurance. Ça, c'est la 1 chose. Et puis deuxièmement, oui, l'IA va être au cœur de Vivatech parce que on voit bien, avec le regard européen qui est le nôtre aujourd'hui, les enjeux de souveraineté, l'IA, ça devient un sujet de géopolitique. Donc il y aura des super belles innovations, il y aura des secteurs entiers qui vont nous raconter la façon dont ils sont en train de se transformer. Je peux te garantir que c'est passionnant. Il y aura des super speakers sur de l'intelligence artificielle et il y aura, enfin en tout cas, on va faire notre maximum, vraiment aussi la possibilité de montrer aux gens que les modèles IA, ça n'est pas monolithique, qu'il y a beaucoup de place et tout ça, c'est des questions de choix. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur, l'IA et tu penses qu'à terme, ce sera encore un phénomène de mode ou ce sera vraiment, ancré dans nos habitudes de consommation? Ah moi, je suis sûr que c'est pas un phénomène de mode. Vraiment, enfin, tu vois? Alors je plaide coupable, à Vivatech, on a fait le coup du Web3, on a fait le coup du métaverse, et cetera et puis, 3 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Je sais pas. Mais vraiment l'intelligence artificielle, ça n'est pas une mode et les gens qui pensent ça, les entrepreneurs qui pensent ça, les décideurs qui pensent ça, ils se trompent, vraiment. Par contre, ce qui est certain, ça moi je suis prêt à mettre mon billet là devant toi aujourd'hui, ça ne se passera pas de la façon dont on nous dit que ça se passera. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a vu toutes les révolutions technologiques. Il y a toujours eu le discours des gourous de la tech qui nous ont dit: «Ah, vous allez voir, internet, ça va pas se passer de cette façon. Vous allez voir, le mobile, ça va se passer de cette façon, le cloud». Ça ne s'est jamais passé de la façon dont on nous le racontait. Parce qu'en fait, la valeur de l'intelligence artificielle, la façon dont ça va fonctionner, c'est pas et je les adore, ils viennent à Vivatech, mais c'est pas la réalité, c'est pas Elon Musk, c'est pas Jensen Huang qui vont nous le dire. Ça va venir d'une start-up qui va trouver, une nouvelle manière de faire les choses. Regarde en France, on a Dust qui est absolument incroyable, qui agrège,
tous les LLM qui créent des agentic AI pour les entreprises. Enfin, c'est fantastique. Ce qui va faire la différence, c'est une façon dont, par exemple, une entreprise dont Renault va vraiment utiliser, l'IA pour produire des voitures, pour les concevoir, pour les avancer et ça, personne ne peut l'écrire, personne ne peut le dire et je pense que ça prendra plus de temps que ce que l'on veut bien imaginer. Mais ce sera là, c'est sûr. Donc il y aura évidemment des marques, et des startups liées à l'IA présentes à Vivatech. Pourquoi les grandes marques, viennent, à Vivatech? Alors, elles viennent pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'elles savent qu'elles sont bienvenues à Vivatech et c'est sûr que si tu es, une marque, de l'automobile, du luxe, de la banque, de la santé, de l'assurance, les autres événements, je pense, tu te sens pas très bien parce que tu te dis: «Bah, je suis pas nerd, je suis pas tech, machin, c'est quoi ma place?» Nous, on est là pour leur dire justement: «Beh, si, vous avez votre place dans cet univers de l'innovation». Donc déjà, elles sont super welcome. Deuxièmement, je pense qu'elles viennent à Vivatech pour comprendre, identifier ce qui pourrait disrupter leur secteur. Donc vu qu'on a quand même un immense, comment dire? Capacité à attirer des startups du monde entier, elles se disent: «S'il y a une startup qui est en train de devenir essentielle pour mon secteur, je vais la repérer». Parce qu'elles ont pas envie de subir des trucs comme Kodak d'il y a 20 ans. Et puis la dernière chose, quand tu es une entreprise que tu viens à Vivatech, Heu, justement, on parlait d'influence. Les médias, les influenceurs, tous tes stakeholders, tes parties prenantes, elles vont te regarder différemment. C'est-à-dire que c'est l'endroit à Vivatech où, pour une fois, tu peux parler de ton innovation, de ta tech. Tu vois, je prends l'exemple d'une entreprise comme La Poste, qui fait des choses fantastiques en termes d'innovation. Ils sont difficilement audibles tout le reste de l'année. On peut se dire même sur ces questions d'innovation, ils sont inaudibles. Mais quand ils sont à Niviatech, ils viennent avec des startups, ils sont à côté de Microsoft, d'IBM, de ChatGPT, et cetera. Tout d'un coup, ils deviennent une tech compagnie. Et c'est pas du flan, c'est pas de je veux dire, c'est pas de la com au sens, on habille, quelque chose. C'est on est, nous, un révélateur de tech dans les entreprises. Moi, je trouve ceux qui sont extraordinaires là-dessus, c'est, L'Oréal. L'Oréal, ils ont une stratégie qui a été posée par Nicolas Hieronymus, c'est la beauty tech et ils utilisent Vivatech d'une manière qui est magistrale, qui est de en racontant le futur de la beauté, la façon dont, grâce à la tech, les comportements, la cosmétique, le parfum, tout ça va se transformer. Ils se positionnent comme le leader de demain de ce sujet et donc ils disent et tu vois, par exemple, ils font venir, des analystes et tout, ils leur disent: «La beauté demain, ce sera ça et nous, on est déjà positionnés dessus, on est déjà les leaders». Donc c'est ce que je te disais, Vivatech, ça permet ça voilà, ça révèle ce qu'on ne voit pas des entreprises d'habitude, de ces marques-là. Bah, voilà, c'est aussi aujourd'hui devenu des tech companies. Et là, vous avez été fort, c'est que c'est presque une obligation d'être présente. C'est-à-dire que, il y a évidemment le côté, salon où on voit nos clients et on fait du business, mais ne pas être à Vivatech, c'est manquer quelque chose. On parle d'influence, mais c'est aussi un exemple au niveau mondial, si une grosse marque ou même une start-up n'est pas à Vivatech, bah, on perd un peu en influence, et en crédibilité, Alors j'adorerais que tout le monde vienne à la bibliothèque, notamment moi, mes équipes sales, leur vie serait plus simple. Mais j'imagine. non, mais je trêve de plaisanterie. C'est vrai que, il y a un petit côté, enfin, un jour, quelqu'un m'a donné une super bonne définition de Vivatech. Il m'a dit: «C'est le CES en B2B avec un côté Davos». Et ben, c'est vrai que c'est ça et tu as raison de dire si tu viens pas à Vivatech, bon, t'as pas que tu as raté ta vie, mais franchement, tu rates une super belle opportunité de raconter ce que tu fais et puis surtout, enfin, je veux dire, une entreprise aujourd'hui qui n'a pas un discours sur l'IA, qui a pas un discours sur les transformations qui sont en train d'arriver grâce à la tech et au digital, bah, enfin, tu t'interroges un peu sur la qualité des patrons. Donc c'est ça aussi qui se passe à Vivatech. Et vous avez fait une annonce là récemment à Davos, puisque vous avez créé, et lancé un centre européen d'excellence, à l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, écoute, c'est une très, très belle initiative. Déjà, je trouve en plus, déjà, ça ouvre le fait que Vivatech, ça a vocation à devenir plus qu'un juste un événement. Voilà, il y a 361 autres jours dans l'année. Ce centre, c'est une initiative entre Vivatech et le World Economic, Forum, Mmh. avec une ambition, c'est d'aider l'Europe, à faire 2 choses: à mettre plus d'IA d'excellence dans son business, dans ses institutions, dans son fonctionnement.
Donc ça veut dire qu'on va aller, repérer les super, initiatives déjà, en Europe et essayer de les diffuser, pour qu'elles soient adoptées le plus possible. On va essayer d'aider les secteurs économiques à comprendre comment, travailler avec l'IA, ramener des choses du monde entier pour vraiment pour qu'on ait le meilleur en Europe. Et puis deuxièmement, c'est l'autre volet, c'est mettre plus d'excellence dans l'IA à l'européenne, en se posant des questions sur la gouvernance, la régulation, tu vois, qui sont des gros sujets, la souveraineté, pour se dire: «Il y a la possibilité d'un modèle IA européen, comment on le développe, comment on l'invente et comment on le rend possible?» Tout à l'heure, tu parlais de la place de l'Europe, que ce soit dans la tech ou dans l'IA, que les Américains et les Chinois avancent déjà très bien. Est-ce que tu penses qu'à terme, on sera, meilleur ou au moins équivalent, à ces 2 puissances? Alors, meilleur, je sais pas, voilà. En fait, je pense que le sujet, il est compliqué si on essaye de le prendre en se disant, «Demain, on va être meilleur que les Américains, meilleur que les Chinois». Déjà parce qu'ils sont quand même, plutôt très, Bon. très bons, ils ont d'autres modèles. Je pense que le sujet, c'est plutôt d'être différent. Je pense que ce qui serait dramatique, c'est plutôt si notre modèle devenait simplement un copier-coller de l'Amérique et ou de la Chine. L'Europe a toujours eu une voie différente. Elle a emprunté, excuse-moi, ça fait un peu jeu de mots, des voies différentes Mmh. et c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Moi, tu vas peut-être trouver ça facile, mais tu vois, si on veut gagner les Jeux olympiques, c'est pas très compliqué. Si on faisait juste une équipe européenne qui allait aux JO, je peux te dire, on serait toujours sur le Au podium. top, ouais. Bah, dans la tech et l'IA, c'est un peu notre sujet aujourd'hui. C'est quoi la team Europe? Mais on a les talents, on a le marché. Enfin, franchement, c'est le plus grand marché, mondial, c'est l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine. Donc on a ça, on a de la volonté. Voilà, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on le met en route? Je pense qu'on a chaud aux fesses, et je pense que c'est peut-être aussi une bonne impulsion, des fois, d'avoir un peu la trouille, ça peut faire bouger des choses. Alors n'hésite pas à me corriger parce que je dis ça de tête, mais, il me semble que Trump avait annoncé, qu'il allait mettre 500 milliards autour de l'IA. Meta, c'était 60 milliards, je crois, de mémoire. Comment nous, on peut rivaliser, avec de tels montants, du coup, en France ou même en Europe? Bah, déjà, tu as raison, il faut le dire au niveau de l'Europe. Il faut peut-être aussi regarder la réalité de ces investissements. Parce que tu sais, Trump, quand il était arrivé au pouvoir, il avait fait des annonces, je sais plus si c'était 500 ou 1000 milliards. Et après, quand on avait regardé, bon, un an après, C'était on pas sait, ça. on sait plus très bien où ça en est. C'était aussi des milliards qui étaient déjà existants. Bon, il y a plein de façons de le compter. Et tu vois, par exemple, l'année dernière, au sommet de l'IA, la France toute seule a annoncé 100 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. Donc on est qu'un d'un rapport de 1 à 10 sur un pays, la France, qui, quand on la compare aux États-Unis, si tu veux, un dixième, c'est déjà pas mal. Donc Mmh. ça, c'est au niveau de l'Europe. Notre problème aujourd'hui en Europe, c'est plusieurs choses. C'est on a un marché, qui est complètement fragmenté. Donc c'est très, très compliqué. Tu montes une boîte en France, tu veux aller en Allemagne, faut tout changer, c'est pas la même régulation, donc ça, c'est très compliqué. Et il y a des enjeux aujourd'hui sur ce qu'on appelle le 28e régime, qui permettrait d'avoir, pour l'entrepreneuriat et notamment dans la tech, où que tu sois en Europe, les mêmes conditions. Déjà, ça, ce serait, quelque chose d'extrêmement important. On a un problème aussi d'impulsion politique, qu'il faut qu'on arrive à régler entre le niveau des États, le niveau de l'Europe. Et là, il y a besoin, enfin, ça va faire un peu vieux schnock, machin, mais tu vois, un commissariat au plan, la datar et des choses comme ça, c'était des choses qui étaient intéressantes. C'est quoi la datar du digital aujourd'hui? Et puis troisièmement, mais ça, c'est le cœur du problème, l'Europe est le plus gros, heu, investisseur mondial parce qu'on a la plus grosse épargne mondiale. Le problème, c'est que cette épargne, quand elle devient de l'investissement, elle n'est pas investie en Europe, mais elle va aux États-Unis. Alors Ça après, n'a c'est pas les gens beaucoup sont de sens. rationnels. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, «Est-ce que tu veux mettre 1 € dans un livret A, un truc, ou investir, dans, Nvidia, qui fait plus, X tous les ans» et le X est plutôt à 2 voire, 3 chiffres, bah, si tu veux, comme dit l'autre, c'est vite vu, quoi. Voilà. Donc nous, comment est-ce qu'on utilise cette manne financière qui est incroyable et qu'on la redirige vers les entreprises en grand, mais surtout les entreprises de l'innovation et de la tech. Ça, c'est fondamental.
Il y a beaucoup de startups qui se créent, que ce soit dans la tech ou dans l'IA ou dans d'autres, secteurs. Est-ce que pour une startup qui se lance, c'est important d'être présent à Vivatech? Ah bah, j'espère. Voilà, moi en tout cas, c'est le message que j'aimerais leur dire. Quel que soit votre niveau de maturité, à Vivatech, on a construit Vivatech, que vous trouviez du business, que vous trouviez des investisseurs, qu'on soit un vrai accélérateur. L'année dernière à Vivatech, on a fait, tu sais, on fait des surveys après, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et on avait, moi, il y a 3 chiffres qui sont, enfin, toi, qui nous font très plaisir. Enfin, c'est 1, 80 des startups, je parle bien des startups qui sont venues à Viatech, ont pu développer leur, réputation, leur awareness, au niveau mondial. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, 20 des startups qui sont venues à Vivatech ont pu commencer des discussions avec des investisseurs. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement précieux. Et parmi nos startups, 50 de nos startups ont fait jusqu'à 25 de leurs leads commerciaux, annuels. Donc voilà, c'est ça, mais on peut faire Impressionnant. mieux, hein. Enfin, je veux dire, et j'espère que pour les C'est déjà 10 ans, on pas mal. fera encore mieux. Non, non, mais nous, voilà, les startups, on leur dit: «Vous êtes les bienvenus, on a construit Vivatech pour vous, pour vous connecter». Donc oui, on est un accélérateur. On voit beaucoup de startups ou d'entrepreneurs, quitter la France pour que ce soit, pour la Silicon Valley, parce que c'est un peu le rêve américain ou parfois pour des raisons fiscales ou d'autres sujets. Comment est-ce qu'on pourrait retenir ces entrepreneurs talentueux qui sont français chez nous pour qu'ils développent un peu le business en France? Bah, alors, il y en a qui reviennent, hein. Regarde Yann Lequin, qui est parti, pendant quasiment 10 ans, pour être le patron de l'IA chez Meta. Là, il a quitté Meta et il a décidé d'installer sa nouvelle entreprise, AMI, à Paris pour travailler, sur le world model. Donc, ouais, Bel exemple. du coup, on n'est pas si mauvais que ça. Non, Heu c'est sûr. Oui. et en fait, c'est un peu ce que je disais, c'est si on est capable de faire de l'Europe un endroit justement où on trouve des investissements et tout, les gens resteront. Pourquoi est-ce que les gens ils vont aux États-Unis? Enfin, si aujourd'hui tu es une start-up qui marche bien en France, tu te développes, tu fais, tu es une scale-up et cetera, licorne, c'est génial, 1 000 000 et cetera. Si ton option, c'est d'aller en Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller en Allemagne, tu vas aller en Italie, tu vas aller en Espagne. Les efforts sont dingues, il faut tout adapter pour des marchés finalement qui sont petits. Alors que si tu bascules à San Francisco ou à New York, bah, tout d'un coup, bah, voilà, tu sais que tu vas donner à ton business une dimension qu'il aura nulle part ailleurs. Et ça, enfin franchement, avant que ça change, va De falloir temps. un petit peu de temps. Mais voilà, mais faisons peut-être en sorte que les gens, les talents européens et français, quand ils vont aux États-Unis, bah, ça reste des entreprises françaises. C'est ça aujourd'hui qu'on rate. Quand on parle de start-up, on parle aussi souvent de levée de fonds ou d'investissement. On entend toujours des sommes, assez pharaoniques. C'est vrai que les Français, je pense, regardent souvent l'émission, Qui veut être mon associé? Alors je sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut voir à la télé, où parfois on a des gens qui, ont des boîtes qui ont, 6 mois, qui vont demander, qui font des valos à 3 ou 4 millions. Alors on ne sait pas sur quoi c'est basé, mais est-ce que toi, tu ressens que cette, je sais pas si on peut dire folie, mais en tout cas, cette folie des grandeurs où les gens achetaient, des parts pour des sommes assez folles, ça s'est un peu calmé ou on est encore là-dessus? Comment tu vois cette vision, toi, enfin, c'est quoi ta vision par rapport Alors, à ce phénomène moi, je trouve que ça a changé. C'est-à-dire que à l'époque Covid et juste après le Covid, là, il y avait quelque chose qui était comment fou? dire? Qui était fou. Alors les taux d'intérêt étaient très bas, donc du coup, l'argent coûtait pas grand-chose. Enfin, pour ceux qui en avaient, hein, que les choses soient claires. Et donc du coup, quand tu étais un investisseur, c'était très facile. Tu investissais, l'idée, c'était plutôt d'investir un peu partout et comme ça, à la fin, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en avait bien une qui allait fonctionner et là, tu faisais, bingo loto, génial, poker, tu gagné et c'est super. Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, les taux d'intérêt, ont augmenté, donc l'argent, maintenant, coûte, beaucoup plus cher. C'est vrai qu'il y a eu aussi un certain nombre de déconvenus et il y a eu aujourd'hui il y a un phénomène aussi de rattrapage et de réalisme qui fait que, bah, voilà, c'est différent et du coup, on demande beaucoup plus aujourd'hui aux startups de raconter un vrai business model. À une époque, le business model, c'était 2 slides, les mecs, ils levaient 10 millions. Enfin, tu vois, ça n'avait pas de sens. Là, aujourd'hui, je peux te dire, hein, quand tu es une startup, faut être costaud pour aller voir les investisseurs, pour les convaincre. Enfin, tu vois, l'aversion au risque a énormément monté. Il y a par contre
un sujet sur lequel, là, il y a énormément d'argent qui vient, c'est, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Parce que là, on est à nouveau dans la perspective, de croissance, complètement dingue, de valorisation, pharaonique et du coup d'exit qui vont être extrêmement, extrêmement, puissantes pour les investisseurs. Bah, oui, parce que je crois que maintenant, on parlait de Mistral AI, je crois que c'était valorisé, je crois, à 12 000 000 €. Oui, alors après ça dépend un peu, mais si tu veux quand même ce qui est intéressant, c'est, pour justement cette discussion de la valorisation, aujourd'hui on regarde quand même beaucoup plus la réalité de ton marché et la réalité de est-ce que tu as des clients ou des choses comme ça, tu vois? Parce que, une entreprise elle est pas là juste pour dépenser de l'argent, ça c'est la start-up, mais il faut qu'on comprenne un peu comment elle va en gagner. Donc là-dessus, il y a plus de maturité. Tu vois, on a un problème en France, en 2025, les levées de fonds ont augmenté de 32 aux États-Unis, de 12 en Europe et -5 en France. Donc là, par contre, c'est pas qu'on n'a pas les talents, c'est pas qu'on n'a pas les startups, c'est qu'on a un problème de quelque chose qui est grippé entre les gens qui peuvent investir et ceux qui ont besoin de cet investissement. Et toi qui es dans la tech, du coup, qui a toujours un peu un temps d'avance sur beaucoup de gens, parce que c'est dans ton métier, est-ce qu'il n'y a pas une piste de développement, pardon, pour Vivatech, de potentiellement, comme pour le faire avec la BPI ou même comme eux, de dire: «Bah, tiens, on va investir dans des startups ou dans des, différentes, boîtes qui font, je sais pas, de l'IA, de la tech», Alors, on nous pose souvent la question. Non, objectivement, c'est un métier très particulier. C'est pas c'est pas dans nos perspectives. Nous, notre job et franchement déjà ça nous occupe bien d'essayer de le faire de la meilleure des façons. C'est plutôt de dire: «Vous cherchez des fonds, vous en avez, let's meet, together». Ça nous occupe bien. très bien. Et dans 5 ans, du coup, vous fêterez les 15 ans de Vivatech. Comment tu t'imagines dans 5 ans ou vers quoi tu aimerais amener Vivatech? Déjà, là, c'est déjà assez fou, mais comment est-ce qu'on peut encore progresser et quelle est l'ambition que tu as pour Vivatech? Bah, moi, je pense qu'il y a beaucoup, on peut avoir, beaucoup d'espoir pour Vivatech. Enfin, tu l'as dit, 10 ans, c'est très jeune. Je pense que Vivatech aujourd'hui, est encore, peut être beaucoup plus connu. Il y a, moi, j'aimerais vraiment que dans 5 ans, quand tu travailles dans la tech, l'innovation et le business, tu vois, pas que Techos et cetera, quand tu te lèves le matin, le 1er janvier, dans ton agenda, tu as ton événement, régional, si tu américain, c'est, le CES, un truc comme ça et tu Vivatech. Et si on arrive à faire ça, on aura, une adolescence et une puberté, plutôt heureuse. Et est-ce qu'il y a des idées de développement, je sais pas, par exemple en faire un dans d'autres pays, dans d'autres villes, hem, qu'est-ce que Bah, c'est une question qu'on nous pose beaucoup aussi. Voilà, nous, on a toujours considéré que, il fallait d'abord qu'on consolide bien Vivatech Paris. C'est une enfin, c'est 4 jours, mais aujourd'hui, c'est 60 personnes, à temps plein qui travaillent toute l'année. Ensuite, quand on est au moment du VATEC, l'équipe, elle monte à plus de 120 personnes. On avait fait le compte, si tu veux, avec tous les prestataires, tous les gens qui travaillent, en plus, c'est de l'événementiel, les freelances et cetera. Je pense qu'on est à peu près à 2 000 personnes. Donc, enfin, tu vois, ça nous occupe bien. Donc notre sujet, ça a toujours été de dire: «On fait déjà extrêmement bien Vivatech, bien consolidé. Et ensuite, on réfléchira forcément un jour ou l'autre à faire Vivatech, quelque part ailleurs. Tous nos amis, d'autres événements, le font, voilà. Mais la question c'est quand, c'est où de ces enjeux de diversification. Notre focale aujourd'hui, c'est on va faire un magnifique Vivatech 10 ans et ce sera à Paris. et avec l'expérience que tu as, si tu pouvais remonter, 10 ans en arrière, donc au début de Vivatech, et que tu pouvais donner un conseil à François, en l'occurrence, quel conseil tu te donnerais? Bah, mets-toi du rétinol, ça déjà, ça je ferai ça. Non, mon conseil, écoute, c'est une extrêmement bonne question d'ailleurs qu'on pourrait poser Vos invités? à nos invités, au mois de juin, prochain. Non, je pense que Allez profiter, hein. allez breveter, d'accord, je dirais attention, c'est brand zone, ce sera la Voilà. question brand zone. Hem, je pense que ce serait, de peut-être de considérer que l'innovation, celle qui aura le plus de valeur, c'est pas forcément celle qui est la plus, éclatante, la plus glamour, mais c'est celle qui est la plus proche du business. Je pense que c'est là où, pour reboucler avec nos histoires,
l'Europe a quelque chose à jouer. François, merci beaucoup. C'était très intéressant, très passionnant d'en découvrir davantage. Et puis, on a hâte, du coup, de voir quels sont les gros speakers à Vivatech et du coup, de voir ce qu'il y aura pour les 10 ans cette année, du coup. Eh bien, merci beaucoup. Puis, ben, je t'attends, j'attends tout le monde à Vivatech du 17 au 20 juin. 10 ans, c'est pas tous les ans, voilà. Parfait. On mettra tous les liens nécessaires en dessous du podcast et Merci beaucoup pour la merci. discussion, merci. À bientôt. À bientôt.